Bonjour, bienvenue sur ce Web Live MG, c'est le 5e et nous allons parler de votre retraite. Je suis accompagné par Eric Truchet, bonjour. Bonjour Laurent. PDG du groupe MG. Et Lionel Viennois qui est le Bonjour. spécialiste protection sociale d'MG. A tout de suite. Jeune ou moins jeune, on a tous besoin d'une retraite. Alors, on n'est pas sûr de l'avoir, donc on a peut-être des solutions aussi à vous proposer. Et on va traiter différents sujets. Alors, comment bien préparer sa retraite, Lionel? C'est une question que tout le monde se pose. Alors le maître mot, c'est l'anticipation, on verra tout à l'heure. Alors, comment le lire à relevé de carrière? Parce que ça dépend aussi de cela, sa retraite. Effectivement, c'est complexe et on verra qu'il y a souvent des erreurs. Puis des fois, on est un peu coincé par le temps. Alors, Eric, il faut racheter des trimestres. C'est une possibilité, ce n'est pas forcément obligatoire, mais c'est une option. Alors, faut-il souscrire des contrats complémentaires? Est-ce que c'est possible pour tout le monde? C'est fortement conseillé, mais c'est compliqué de le choisir. Et puis, il y a des démarches pour enclencher tout ça. Alors, facile, pas facile? Des démarches qui sont plus ou moins compliquées. Effectivement, on va essayer d'expliquer comment ça se passe. Toutes ces questions auront des réponses pendant ces 30 minutes. Alors, vous pouvez aussi interagir sur le lien YouTube où vous suivez cette émission en direct. Nous avons nos community managers qui ne manqueront pas de nous relier les informations sur nos portables. Alors, on va tout de suite se lancer avec déjà une présentation. On connaît MG pour son expertise comptable. Il y a bien d'autres services, dont la protection sociale, Eric. Alors, tout à fait. MG Protection Sociale est un service qui a été créé depuis plusieurs années. Aujourd'hui, notre associé Lionel Viennois, qui est avec nous en plateau, pilote ce métier avec deux axes principaux, donc tout ce qui est lié à la retraite, les études, les optimisations et puis la liquidation des droits. Et puis une deuxième performance, j'allais dire, ou plus ou moins une deuxième compétence pour Lionel, qui est vraiment tout ce qui est relatif à la protection sociale du chef d'entreprise. Et c'est vraiment un élément très très important aujourd'hui. C'est vraiment que vous êtes chez MG? Oh, ça fait bien une dizaine d'années déjà maintenant. Alors, vous aurez la médaille, vous allez voir. Du travail et une bonne retraite, je l'espère pour vous. Alors, que faut-il savoir à propos de cette retraite? La retraite de chacun. Alors, on s'adresse beaucoup aux indépendants et aux professionnels, je tiens à le dire, mais il y a du sens pour tout le monde dans ce que vous allez nous dire. Tout à fait. Alors, les systèmes de retraite, effectivement, les systèmes de retraite en France sont assez complexes. On a 42 caisses obligatoires. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a un point commun, c'est que chaque caisse de retraite fonctionne avec 3 étages. Un régime de base, un régime complémentaire obligatoire et un 3e étage facultatif supplémentaire qu'il est possible de souscrire. Alors, à quel âge peut-on faire valoir ses droits à la retraite, Eric? Alors, effectivement, en France, on a un âge de départ légal qui est un âge de 62 ans pour les gens qui sont nés après 1955. Alors, on a toujours des options qu'on évoquera après qui concernent les carrières longues. Mais effectivement, en fait, c'est en fonction également du nombre de trimestres cotisés et validés qu'on peut calculer l'âge de départ en retraite. On dit, certains ont commencé à travailler à 17 ans, ils peuvent partir plus tôt. C'est vrai, c'est pas vrai? Alors oui, on a un dispositif qui s'appelle dispositif des carrières longues pour les départs anticipés. Donc il y a quelques personnes en France qui peuvent partir avant 62 ans s'ils réunissent 2 conditions, au moins 5 trimestres avant la fin de leur 20e anniversaire et un nombre de trimestres cotisés suffisant pour partir à 60 ans. On entend souvent parler de taux plein, Eric, ça veut dire quoi exactement? Alors, vous pouvez partir à 62 ans, comme je l'évoquais avant, à partir du moment où vous avez cotisé le nombre de trimestres minimum obligatoire pour atteindre ce fameux taux plein. Mais il se peut que pendant votre carrière, effectivement, vous ayez une activité qui se soit arrêtée, que vous ayez, pour quelle que soit la raison, arrêté de cotiser, et donc vous avez arrêté de valider des trimestres, et vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle un trou dans votre carrière professionnelle, et vous arrivez à 62 ans, vous n'avez pas ce fameux taux plein parce que vous n'avez pas le nombre de trimestres requis. Et donc, vous vous retrouvez à dire, qu'est-ce que je fais à 62 ans? Vous devez très souvent, malheureusement, continuer à cotiser jusqu'à un âge minimum de 67 ans, où là, vous pouvez atteindre effectivement une retraite à taux plein. À défaut, si vous n'avez pas le taux plein, vous avez des abattements sur votre retraite qui sont calculés. Alors très clairement, on se pose la question de la retraite avec un âge avancé. C'est généralement pas à 20 ans qu'on se pose la question de la retraite, et pourtant il faudrait. Donc on a besoin de récupérer à 40, 50, 55 ans, 60 ans, c'est relevé. Ouais. Et là, c'est parfois un peu compliqué. Alors, ce n'est pas évident. On peut quand même dire que les caisses de retraite se sont bien organisées et dès l'âge de 35 ans, on reçoit maintenant un relevé de situation individuelle. C'est vrai pour les 20 dernières années, parce que le digital est passé par là, ou les 10 dernières années, mais quand on a commencé à bosser dans les années 60, pour retrouver sa fiche de paye, si l'entreprise n'existe plus, on fait comment? Alors effectivement, pour partir à la retraite, on n'a pas forcément besoin de justificatif de bulletin de salaire. Le problème, il surgit lorsqu'il y a des irrégularités dans son relevé de carrière
et qu'on doit rectifier des erreurs. Et là, on arrive à trouver des solutions par rapport à ces erreurs? Alors oui, il est possible de régulariser son relevé de carrière. Encore faut-il sortir les justificatifs, puisque le problème, c'est que ce ne sont pas les caisses de retraite qui font des recherches. Oui, la difficulté, c'est effectivement, comme vient de le dire Lionel, d'avoir tous ces éléments justifiant le travail. Si aujourd'hui, ma fiche de paye, je ne l'ai plus, qu'en plus l'entreprise n'existe plus, parce que ça arrive d'être le cas, aujourd'hui, je ne suis pas capable de justifier et donc de prouver que j'ai bien cotisé sur telle ou telle époque. Et donc, effectivement, la régularisation reste très compliquée. Et puis, on est en France, on a des services administratifs qui sont relativement, je vais dire, compliqués, ou en tout cas organisés de telle manière que c'est très souvent difficile à atteindre le bon bureau qui va vous aider dans cette démarche. Et donc c'est vrai que les rouages de l'administration française des fois nous jouent des tours ou sclérosent un petit peu et rendent effectivement la difficulté de régulariser ces points manquants ou ces points mal calculés pour la personne qui essaye de liquider ses droits. Alors, les bonnes règles pour valider ces trimestres, on entend souvent parler de ce terme-là, validons nos trimestres. Tout à fait. Dans la croyance collective, c'est le temps passé qui fait qu'on valide des trimestres, et ce n'est pas du tout le cas. C'est le revenu perçu qui permet de valider entre 0 et 4 trimestres. C'est d'ailleurs pour ça qu'en début de carrière, on n'a souvent pas les 4 trimestres validés, on a souvent 1, 2 ou 3 trimestres, puisque le revenu n'a pas été suffisant pour valider son année entière. Dans une carrière, on a des arrêts de travail. Comment ça se passe dans ce cas-là? Alors le système de solidarité fait qu'on valide quand même des trimestres pendant les périodes de maladie, pendant les périodes de chômage, dans les accros de carrière. Donc c'est plutôt solidaire comme façon de fonctionner. Alors quand on manque de trimestres et qu'on approche de l'âge certain, est-ce qu'on peut racheter des trimestres et comment? Alors oui, tout à fait, c'est possible de racheter des trimestres. Pour autant, est-ce que c'est stratégique et est-ce qu'il faut le faire? Donc on sait qu'on a la capacité de racheter des trimestres parce qu'on a fait des études supérieures ou parce qu'on a eu des années incomplètes. Pour autant, il faut calculer un retour sur investissement. Un trimestre coûte relativement cher et c'est de savoir si le fait de racheter des trimestres et donc d'arriver à ce fameux taux plein sera plus favorable en retour sur investissement et pendant combien de mois ou combien d'années, plutôt que de dire je préfère avoir un abattement sur ma retraite à taux plein. Et donc c'est vraiment un calcul d'optimisation fiscale qu'il faut faire à ce moment-là. Quand vous dites que ça coûte cher un trimestre, ça veut dire quoi concrètement? Le barème, en moyenne, ça peut être entre 3 000 et 5 000 euros le trimestre. Donc quand vous rachetez 10 trimestres, ça fait des sommes quand même à hauteur de 50 000 euros. Alors c'est déductible fiscalement. Plus tard on le fait et plus on a une fiscalité importante et plus le barème est élevé. Il faut déclencher sa retraite. Comment ça se passe? C'est compliqué? Alors aujourd'hui, ça s'est quand même assez bien modernisé, on va dire, contrairement à avant, il y a une bonne dizaine d'années. Il suffit de créer son compte sur l'assurance retraite et de faire sa demande de retraite en ligne. Le problème, c'est que cette demande-là, c'est le début des embêtements, puisqu'ensuite, on commence à recevoir toute une panacée de courriers. Et là, la plupart des gens sont perdus parce qu'ils ne savent pas trop comment s'organiser pour répondre à toutes ces demandes. On entend souvent dans les émissions télé ou dans les journaux, je ne vais pas toucher grand-chose à la retraite. On touche, par rapport à un salaire, on touche quoi? Alors, dans le régime salarié, on a un taux de remplacement de l'ordre de 65%. Donc, par taux de remplacement... Si j'ai gagné 1 000 euros par mois, je touche 650 euros. On est aux alentours de 650. Et dans les régimes, de travailleurs non salariés, on est plutôt de l'ordre de 40-35%. Et quand on est à la retraite, on a du temps libre, on dépense plus de sous. Exact. D'où la nécessité d'anticiper et de prévoir les choses. Justement, les retraites complémentaires. Alors, il y a des retraites complémentaires pour les professionnels. On va parler surtout pour eux aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il existe comme possibilité? Alors, jusqu'à présent, pour les travailleurs non salariés chefs d'entreprise, on avait le système de la retraite Madelin. Alors, la difficulté, c'est qu'il existe des centaines de contrats sur le marché. Ce système-là, il vient d'être modernisé avec la loi Pacte. On parle maintenant de PER, de plan d'épargne retraite. Alors, le principal avantage... C'est pas pareil, Madelin, PER? Alors non, puisque sur des contrats Madelin, on peut sortir sous forme de rente viagère uniquement, alors qu'en PER, on a donné une possibilité supplémentaire au moment du départ à la retraite, qui est la sortie en capital. Et donc, qui peut être avantageuse pour des gens qui sont en mauvaise santé ou qui pensent qu'ils ne vont pas forcément avoir une bonne espérance de vie. Alors, cette retraite complémentaire, il faut la faire quand? À quel moment? À quel âge? Le plus tôt possible pour toucher un maximum après? Alors, le plus tôt possible,
pour toucher un maximum, puisque c'est des retraites par capitalisation, donc si on parle des retraites Madelin, mais surtout ce qui est important et ce que souvent les gens ignorent, c'est qu'en fait le fait d'ouvrir un contrat Madelin permet de figer la table des mortalités. Or, comme aujourd'hui la population vieillit de plus en plus, ben, effectivement la table des mortalités a tendance à être défavorable à la personne qui souscrit, puisqu'effectivement ben, on a de plus en plus de retraités, donc de plus en plus d'indemnités retraite à payer. Donc effectivement, si vous souscrivez jeune un contrat à une table des mortalités, vous pouvez ouvrir ce contrat et vous le figez. Donc un indépendant qui souscrit un contrat Madelin à 30 ans n'est pas obligé de verser des sommes importantes. Mais le fait d'ouvrir le contrat et de verser 100 € tous les mois permet d'avoir ce contrat ouvert. Et quand son entreprise est un petit peu plus mature ou un petit peu plus à l'aise, que financièrement il a les moyens de pouvoir capitaliser et donc de souscrire des montants mensuels, des versements mensuels et annuels plus importants, à ce moment-là, il peut abonder sur son contrat et se retrouver à ce moment-là à l'âge de la retraite avec des sommes relativement conséquentes qui lui permettront d'avoir une vraie retraite complémentaire par rapport au régime général. Votre préco, c'est quoi finalement en termes de montants, etc., de possibilités pour Alors, l'idée, c'est d'épargner un pourcentage de son revenu. C'est de se forcer à épargner un pourcentage de son revenu tout au long de sa vie. Il y a une règle ? Aller aux alentours de 10-15% de son revenu, ça reste un bon démarrage. Alors évidemment, pendant le temps où on a des enfants à charge, c'est une période de la vie où on épargne moins pour sa retraite. On est plus jeune aussi. On est plus jeune aussi. Et le temps arrange les choses. C'est que les petits ruisseaux font les grandes rivières. Donc l'idée, c'est d'épargner un petit peu longtemps plutôt que de se réveiller sur le tard et d'essayer de mettre des grosses sommes. Il y a des pièges à éviter ? Ah oui, il y en a quelques-uns malheureusement. Déjà, il faut s'y prendre tôt. Plus vous allez vous y prendre tôt, plus l'effort financier, moins l'effort financier sera important. On pourra effectivement anticiper beaucoup de choses. Un piège, je dirais, un peu classique, c'est de prendre pour argent comptant ce qu'on va vous transmettre. Croire que les relevés de la CRAM sont tout justes. Aujourd'hui, il faut savoir qu'effectivement, à peu près 8 retraites sur 10 en France sont fausses. Alors, sont fausses, pas forcément dans des proportions importantes, mais aujourd'hui sont pas justes, jamais en faveur, bien évidemment, du contribuable. Je vais vous donner un exemple, Laurent. J'ai arrêté avec les équipes de Lionel des études de retraite pour des clients. On en a profité pour faire les études de retraite des conjoints. Madame était salariée de l'entreprise pendant 40 ans, un seul employeur, un seul job. On s'est retrouvé avec plus de 6 pages de régularisation à faire au moment de l'étude de sa retraite. 6 pages de régularisation, des cotisations mal calculées, des points de retraite mal inscrits, des périodes oubliées. Et c'est vrai qu'à la fin, ce sont des centaines, voire des milliers d'euros tous les mois, tous les ans, qui ne sont pas versés aux contribuables. Donc, effectivement, il faut être extrêmement vigilant sur les éléments qui vous sont transmis par les organismes parce qu'effectivement, il faut vérifier. Et c'est vrai que là-dessus, vérifier ce genre de choses, c'est très compliqué, c'est un vrai métier. C'est pour ça qu'on a des gens, Lionel et son équipe, qui nous aident pour effectivement arriver au juste retour sur investissement que vous avez cotisé toute votre vie. Un autre élément, effectivement, en termes de piège, serait de dire, voilà, mon copain, mon voisin, mon ami, un petit peu autour du barbecue, moi j'ai fait ci, j'ai liquidé mes droits à retraite, ça s'est super bien passé, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, je vais faire comme toi, je vais faire pareil. Non, une retraite, c'est spécifique, ça vous est propre. Votre carrière, Laurent, elle est différente de la mienne, elle est différente de celle de Lionel. On aura 3 retraites calculées de manière différente. Et c'est vrai qu'on ne pourra pas faire du copier-coller. Donc, c'est vraiment une analyse spécifique. Donc, faites vraiment de l'individualité sur des sujets aussi importants. Puis, selon son niveau de vie, j'imagine, à la retraite, il faut peut-être aussi anticiper ce genre de choses, non ? C'est des questions qu'on vous pose ? Oui, bien sûr. Il y a peu de personnes qui sont capables d'estimer le niveau de revenu dont ils auront besoin au moment du départ à la retraite. Et on a des analyses par rapport à une vie active lorsqu'on devient un peu plus passif ? Non, c'est assez propre à chacun et on a des gens qui sont dépensiers toute leur vie professionnelle et qui le restent à la fin, et d'autres qui arrivent à serrer un peu la ceinture, mais ça c'est vraiment individuel. Si on aime voyager à l'autre bout du monde, on a intérêt à faire une bonne retraite complémentaire, c'est ce que vous voulez dire ? C'est ça, on a intérêt à anticiper, effectivement. Une petite parenthèse, parce qu'on parle beaucoup des entrepreneurs non salariés. Est-ce qu'il existe des solutions pour les salariés, même si ce n'est pas le thème de l'émission ce soir ? Alors effectivement, je l'évoquais tout à l'heure, le PER, le plan d'épargne retraite, aujourd'hui, il s'est vraiment généralisé à l'ensemble des statuts, à la fois pour les salariés et à la fois pour les travailleurs non salariés. Donc on a d'ailleurs pour les salariés, sur l'avis d'imposition, des plafonds utilisables chaque année, renouvelables,
qui permettent de défiscaliser et de préparer sa retraite. Et rebondir, Eric? Non, j'allais juste dire par rapport au niveau de cotisation pour préparer. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'idée, c'est qu'effectivement, à un moment de la retraite, et pour revenir, si j'ai l'habitude de faire beaucoup de voyages, c'est que j'arrive à avoir un train de vie relativement similaire à celui que j'avais au moment où je travaillais. Donc, c'est essayer d'anticiper. Donc, on parle beaucoup d'anticipation aujourd'hui, et c'est vraiment ça, c'est pouvoir capitaliser et de se dire, bon, bah, à la retraite, j'aurai des revenus relativement similaires à ceux que j'ai actuellement. Alors, je vous rappelle que vous pouvez intervenir, nous envoyer sur la page YouTube de ce web live vos questions. Et certains se sont inscrits en amont. Et nous avions reçu quelques questions. La première, elle est pour vous, Lionel. Je dois prendre ma retraite le 1er mai 2022. Quand est-ce que je dois envoyer mon dossier de demande exactement? Certains disent 6 mois, 4 mois, 2 mois avant. Alors, au niveau des communications de caisse, on nous parle de 6 mois. Et nous, dans la pratique, on confirme, effectivement, il vaut mieux s'y prendre 6 mois à l'avance. La difficulté, c'est que comme les caisses de retraite sont débordées, même si vous vous y prenez 6 mois à l'avance, le dossier avance pas forcément plus vite. Mais c'est bien, effectivement, 6 mois le délai. Alors, deuxième question, comment cotiser de façon volontaire suite à un arrêt d'activité totale pour ne pas perdre des années de cotisation? Alors, il est possible aujourd'hui, dans un dispositif particulier, de cotiser volontairement à l'assurance vieillesse. Il y a 2 avantages, c'est de continuer un système de validation de trimestres, donc de 4 trimestres par an, et ça permet aussi d'éviter une baisse au niveau de la moyenne des 25 meilleures années. La cotisation moyenne, alors il y a beaucoup de cas ou d'exceptions, mais la cotisation moyenne, c'est 7 000 € par an pour maintenir un système de validation de 4 trimestres. Alors globalement, ça concerne tout le monde, les salariés, les indépendants, les parents, les expatriés? Effectivement, ça concerne tout le monde. À partir du moment où vous avez cotisé au moins une fois dans un régime obligatoire, et le jour où vous vous retrouvez sans statut social, vous pouvez prétendre à ce dispositif-là. Alors, comment préparer sa retraite en tant qu'indépendant et chef d'entreprise? On l'a déjà évoqué, mais c'est peut-être bien d'y revenir. Si on doit synthétiser, effectivement, on doit essayer de cotiser sur le bon niveau de rémunération tout au long de sa vie, donc essayer de l'optimiser. Mettre en place des dispositifs complémentaires, alors que ce soit du plan d'épargne d'entreprise, PER ou contrat Madelin. Et puis, je dirais, on a aussi parce qu'on parle beaucoup de contrats depuis tout à l'heure, mais je pense que être propriétaire de sa résidence principale, c'est effectivement faire de l'immobilier, voire éventuellement faire un peu d'immobilier locatif et donc d'avoir des revenus complémentaires autres. Et puis également, on a tous les contrats de placement, plus, alors là, je vais parler de placement d'assurance vie ou autres, qui sont aussi des éléments complémentaires, mais qui seront traités peut-être lors d'un prochain web live avec notre expert financier MG. Alors une question, 20 ans en Allemagne, comment informer la caisse retraite en France? C'est quelqu'un qui a priori a travaillé à l'étranger. Alors ça c'est complexe aussi, hein, parce que vous parliez tout à l'heure de l'administration française, mais là quand on passe la frontière, c'est encore un autre débat. C'est vrai, on voit de plus en plus de carrières qui ne sont pas linéaires, avec des périodes à l'étranger. La bonne méthode, par rapport à la pratique que nous, on utilise, c'est de demander un relevé de carrière à la caisse allemande. Vous allez sur le site du CLES, il y a le listing de toutes les caisses en fonction des pays dans lesquels vous avez travaillé. Donc vous avez l'adresse, les coordonnées. Il faut récupérer ce relevé de carrière en Allemagne. Et une fois que vous récupérez ce relevé de carrière en Allemagne, il faut le transmettre à la Caisse nationale d'assurance vieillesse en France pour leur demander d'intégrer cette période-là étrangère dans le relevé de carrière français, de façon à ne plus avoir finalement d'absence de trimestre, mais de répertorier les trimestres de l'Allemagne sur le relevé de carrière français. Une question comme ça, l'anticipation. On doit partir à la retraite le premier, etc. Il faut combien de temps? 6 mois, 1 an, 2 ans? Alors, on a des dossiers dans l'urgence où parfois on s'y prend le mois d'avant. Donc c'est quand même possible de bloquer la date 1 mois avant ou 3 semaines avant. Mais l'idée, c'est quand même plutôt de s'y prendre 3, 4, 5 mois à l'avance pour bien préparer son dossier, bien préparer ses papiers. Alors si je m'y prends en retard, parce que ça arrive à certaines personnes, est-ce que je peux récupérer le temps perdu si je ne touche pas ma retraite tout de suite? Et non. La date qui fait foi, donc il faut demander la retraite pour le premier jour du mois qui suit la demande. Donc c'est toujours le premier jour du mois qui suit. Et si on rate cette date-là, il faut attendre le mois d'après. Donc il n'y a pas de rétroactivité en matière de prestation de retraite. Laurent, j'interviens, c'est une bonne remarque parce qu'on a très souvent le cas de clients qui nous disent « j'ai pas envie de prendre ma retraite, je veux continuer ». Attention, ce n'est pas parce que vous ne liquidez pas, enfin plus exactement, on dit souvent liquidez vos droits à retraite, vous percevez votre retraite, vous pouvez aussi continuer à travailler.
Donc attention, il y a des régimes On peut percevoir sa retraite et travailler, mais sur quel statut? Il y a certaines limites à respecter. Lionel va peut-être nous en dire plus, mais globalement aujourd'hui, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et on a des fois des clients qui viennent nous voir en disant non, je ne veux pas m'arrêter, et qui perdent effectivement tous ces mois de retraite pour lesquels ils auraient droit et qu'ils ont cotisé pour, mais qui ne percevront pas, puisque, comme Lionel vient de le dire, ils n'ont pas procédé à la liquidation de leurs droits. Je vous rappelle que si vous voulez poser des questions, vous n'hésitez pas, vous pouvez le faire sur la page YouTube. Nous sommes en direct et même après en rediffusion, puisque nos community managers viendront régulièrement explorer vos commentaires et répondre à vos questions. Oui, c'est quand même assez complexe. C'est très complexe. Je reviens juste sur ce que disait Eric. Ce dispositif de cumul emploi-retraite, il est très important parce qu'on a beaucoup de personnes qui n'ont pas de passion, qui ne veulent pas partir à la retraite, mais qui, à un moment donné, perdent de l'argent parce qu'ils pourraient réclamer leurs droits, leur pension de retraite et continuer de travailler. Il y a 3 conditions à réunir pour être tranquille et cumuler sa retraite et son nouveau travail après la prise de retraite. C'est avoir l'âge légal, avoir son taux plein et déclencher tous ces régimes de retraite, de base et complémentaires en France et à l'étranger. Voilà, c'est les 3 conditions qu'il faut réunir pour être tranquille. Très bien. Alors, une autre question qui n'a rien à voir. Je suis loueur en meublé professionnel. Ça représente la ressource principale de revenus. Est-ce que cette personne peut cumuler sa retraite et son statut de LMP? Comment ça marche au calcul de la décote? Alors, effectivement, c'est possible. Donc, je vais revenir sur les conditions. Donc, l'activité de loueur en meublé professionnel, c'est une activité de commerçant. Et donc, si la personne réunit ces 3 conditions, l'âge légal, 62 ans, le taux plein, donc avoir tous ses trimestres, et si elle déclenche tous ces régimes de retraite professionnels, elle peut à ce moment-là continuer à avoir une activité de loueur en meublé professionnel. Il y a un inconvénient, c'est qu'elle va continuer à payer des cotisations sociales à fonds perdus pour la collectivité, puisque ça ne générera pas de droits supplémentaires à son profit. On a bien compris que pour avoir sa retraite, il faut être un peu administratif. Alors si on ne l'est pas, on peut venir vous voir, hein, c'est le service que vous proposez avec la protection sociale. En général, les gens, ils s'adressent à vous combien de temps avant ? Alors, on essaye quand même, puisqu'on connaît quand même bien en tant qu'expert comptable nos clients, de les aiguiller le plus tôt possible. Il n'y a pas vraiment d'âge, mais on va dire que par rapport à une étude retraite, autour des 50 ans, c'est quelque chose qui nous semble assez cohérent. Mais par contre, pour tout ce qui est optimisation, retraite, contrat de Madelin, il faut s'y prendre un petit peu quand même bien en avance, à partir bien évidemment où le chef d'entreprise a une certaine capacité financière de pouvoir souscrire. On l'a bien compris avec l'intermédiaire de Lionel et de son équipe, on peut s'adresser à vous pour s'occuper de tout. C'est possible, mais combien ça coûte? Alors, ça coûte combien? J'ai envie de dire, je ne vais pas vous dire de prix aujourd'hui, Laurent, mais globalement, ça va dépendre du job qui va être réalisé. Quoi qu'il en soit, j'ai l'habitude de dire, ça coûtera toujours moins cher que tous les euros que vous ne percevrez pas à la retraite. Exact. Donc l'amortissement se fait mais extrêmement rapidement. Le travail est relativement conséquent. Aujourd'hui, on n'a pas un client qui est revenu nous voir après cette prestation en étant insatisfait. Et c'est vraiment un job très fastidieux. Si vous souhaitez essayer, je dis bien essayer, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très compliqué au niveau des rouages administratifs, mais de tenter l'aventure, de vouloir récupérer quelques points qui auraient été mal calculés. Donc quelqu'un qui frappe à votre porte, vous rentrez dans le dur, vous lui demandez quoi exactement ? Alors, on va surtout lui faire signer un mandat qui va nous permettre d'interroger les caisses de retraite et de récupérer son passé professionnel. Vous faites le job. On fait le job. Vous avez forcément les réflexes qu'on n'a pas forcément c'est ça. Parce qu'on est un indépendant et qu'on a bossé toute sa vie. Exactement. Oui. D'accord. Question sur la reversion. Alors, déjà pour bénéficier de droits de réversion, donc la retraite de son mari ou de son épouse défunte, il faut être marié. Donc le PACS, le concubinage, ça ne marche pas. Et à partir du moment où on est marié, on génère des droits sociaux au profit du survivant. Une règle, c'est 54% de réversion sur les régimes de base et 60% sur les complémentaires. Il y a juste une petite contrainte, c'est que pour percevoir la réversion des régimes de base de son mari ou de son épouse défunte, on a des conditions de ressources, donc il ne faut pas percevoir plus de 21 300 € par an, sinon ça fait sauter la réversion des régimes de base. Et sur les régimes complémentaires, il y a une condition de non-remariage. Alors, on peut faire une étude retraite ? Ça me semble important parce que ça permet d'anticiper ce qu'on souhaite gagner à la retraite. Effectivement, et le principal avantage de se poser les bonnes questions et de faire une étude retraite entre 50 et 60 ans, c'est de se donner de la visibilité, de se rassurer
et de mettre en place les bonnes stratégies d'épargne complémentaire, d'investissement immobilier, de niveau de rémunération, parce qu'un dirigeant, il peut aussi parfois choisir son niveau de rémunération. Donc l'idée, c'est de ne pas découvrir les choses juste au moment du départ à la retraite, mais de les anticiper, encore une fois. Alors là, une question un peu cash. Études, optimisation, régularisation, liquidation, différence et processus. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors, on a un bilan de retraite chez MG Protection Sociale assez complet. C'est que la première partie, on peut le résumer en 3 parties, c'est la vérification, la régularisation des erreurs dans le relevé de carrière. Ça ne sert à rien de faire des calculs si on part sur des bases fausses. Donc l'idée, c'est déjà d'ajuster les choses. Ensuite, on fait des projections selon différents scénarios, parce que l'idée, ce n'est pas seulement de faire un calcul bête et méchant, mais c'est d'envisager différents scénarios. Je vends mon entreprise avant l'âge légal, j'ai envie d'augmenter mes revenus pour améliorer ma retraite, donc on va voir mathématiquement ce que cela veut dire. Et ensuite, l'optimisation, ça passe par des dispositifs de rachat de trimestre, de cumul emploi-retraite, d'âge optimal de départ à la retraite. Finalement, c'est un juste équilibre entre la gestion patrimoniale, fiscale et puis le train de vie qu'on souhaite avoir demain. En fait, comme on le disait tout à l'heure, la retraite aujourd'hui, c'est quoi? C'est calculer mon train de vie futur, quels vont être mes revenus pour pouvoir vivre demain. Effectivement, c'est un juste équilibre entre ce calcul de retraite qui est ce calcul de reversion financier et puis également la gestion de mon patrimoine, que ce soit ma résidence principale, du locatif, du foncier, enfin peu importe ce que j'ai pu construire, acquérir toute ma vie durant. Et puis effectivement, c'est ce qui va me permettre aussi par rapport à la fiscalité globale de savoir combien, comme je dis toujours, il va me rester dans la poche pour vivre, pour dépenser et pour avoir une retraite paisible et agréable et pouvoir profiter quand même de ces instants. Avec le recul, vous en avez vu passer des clients qui vous ont demandé la solution miracle pour la retraite. Qu'est-ce que vous retenez de ces expériences et de ces échanges ? Ce qu'on remarque, c'est que globalement, les gens ne se posent pas les bonnes questions suffisamment tôt. Donc, on voit plus de personnes... À quel âge en moyenne ? Pardon ? Allez-vous voir à quel âge ? Quand on a la barbe blanche ? Souvent trop tard, voilà, vers 57, 58 ans, quand le dirigeant d'entreprise ou le salarié est un peu fatigué, qui commence à se dire je commence à tirer la patte dans un environnement où la mondialisation, le monde du travail qui est quand même de plus en plus, pas oppressant, mais quand même, qui s'est durci quand même. L'idée, c'est quoi ? Si on peut résumer, c'est comment se donner la possibilité de choisir sa fin d'activité et de ne pas la subir. Donc moi, ce que j'en retire, c'est ça, au bout d'une quinzaine d'années de travail de terrain, je vois plus de gens qui subissent leur fin d'activité que de personnes qui choisissent de lever le pied ou d'arrêter de travailler. On vient de vivre une période un peu particulière. Est-ce que ça a déclenché plus de réflexes chez certains ? Oui, ça rejoint ce que je disais, c'est que la période Covid a mis en exergue des interrogations chez chacun, vraiment propres à chacun. Et on voit de plus en plus de dirigeants s'être posé des questions en disant « mais finalement, j'étais dans un rythme infernal, j'ai compris qu'il y avait aussi une vie en dehors du travail. » Et comment je peux pallier et comment je peux organiser ma vie pour faire en sorte que le travail peut-être prenne un peu moins de place ou comment être plus efficace dans le travail pour faire en sorte d'avoir une vie en parallèle plus sympathique. Alors ça ne dépend pas de vous, mais on se pose vraiment la question sur la retraite de demain. Dans 20 ans, dans 30 ans, les jeunes se disent j'aurai jamais de retraite. Enfin, on a l'impression que tout le monde est dans un tunnel, on n'en voit pas le bout. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Alors, pour moi, ce n'est pas un sujet d'aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qu'il y a déjà 20 ou 30 ans. Et souvent, les jeunes, ils arrivent. Et un des réflexes, alors c'est peut-être un petit peu violent de parler comme ça, mais moi, je leur dis très clairement, écoute, la retraite, tu n'en auras pas. Donc, la retraite, tu n'en auras pas, il va falloir te la constituer. Alors, pourquoi je dis ça ? On sait très bien qu'aujourd'hui, les régimes de retraite sont plus ou moins tous déficitaires, qu'aujourd'hui c'est relativement compliqué. Donc mathématiquement, j'ai envie de dire que dans l'avenir, effectivement, le montant des pensions de retraite devrait être amené à baisser. Donc effectivement, il faut vraiment avoir conscience de ça. Tout à l'heure, Lionel disait qu'effectivement, le plus tôt on va s'y prendre, le mieux on pourra anticiper, construire une retraite correcte. Et voilà, je pense que la retraite, on a beaucoup évoqué les histoires de capitalisation, c'est l'un des éléments. On parle aussi de patrimoine, on parle aussi, et ça c'est un élément important, notamment pour nos chefs d'entreprise, on a quand même une optimisation à faire le jour du départ en retraite sur la cession éventuelle de son entreprise, avec une fiscalité qui est plus ou moins avantageuse suivant les cas de chacun. Et donc c'est un petit peu le mixte de tous ces éléments et la construction globale, avec peut-être aussi un petit peu de placement financier, qui fait qu'on arrive à construire un patrimoine global du chef d'entreprise qui lui permettra d'avoir un train de vie cohérent pour cette période nouvelle de sa vie.
Notre community manager Aurélie me dit qu'il n'y a plus de questions. Je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, si vous avez des questions après la rediffusion de cette vidéo de ce plateau, n'hésitez pas à le faire sur la page YouTube en question. Et nous ne manquerons pas de revenir régulièrement vous voir et nous vous répondrons personnellement. Merci messieurs pour cet éclaircissement et restez éternellement jeunes. On a besoin de vous encore, hein, a priori. Merci Laurent. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne retraite à tous, même si c'est à toutes, même si c'est dans quelques années.